France Maghreb 2. Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Bienvenue chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. On est ensemble cet après-midi sur France Maghreb 2 et votre émission préférée Parler lecture où on parle de lecture, de livres, de plein de choses passionnantes, surtout autour de la culture et pour nous aider un petit peu à s'éclairer l'esprit. Alors j'essaie de remplacer petit à petit le Club Dorothée d'antan le mercredi après-midi, mais je vous avoue que c'est très difficile de vous fournir du divertissement intéressant sans parler sur les autres, sans faire du buzz avec des sujets ridicules ou sous la ceinture, baisser son pantalon, de défier des personnages publics pour se montrer audacieux, etc. Rien de tout cela avec moi. Et je n'ai pas non plus la malchance de côtoyer des stars qui donneront à certains envie de venir m'écouter. Voilà. Donc j'invite des gens authentiques, parce que mes auditeurs sont authentiques. J'invite des gens qui font un travail honnête, et c'est pour cette raison que j'ai invité aujourd'hui Slimane Reski, auteur d'un livre sur René Guénon, l'œuvre Le sens de la primordialité, aux éditions Al-Bouraq. Et dans quelques instants, il va venir nous parler de ce livre et un peu d'un monde que j'aimerais vous faire découvrir. Et je vous rappelle que vous pouvez intervenir au cours de l'émission et participer en appelant standard de la radio au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Alors plongeons-nous dans un univers hors du sensible et que nous appellerons métaphysique, ce qui n'est pas après la physique, comme l'ont prétendu certains, mais qui est au-delà du physique, en considérant que la physique regroupe toutes les sciences de la nature, envisagé d'une façon générale. Voilà, c'est ce que nous dit René Guénon dans le livre de Slimane Reski. Alors René Guénon, personnage que peut-être vos oreilles en ont entendu parler, mais est-ce que l'esprit a été touché? Ça c'est autre chose. Un homme métaphysicien, non pas alchimiste, qui s'est attelé à expliquer la réalité des choses et non pas juste leur apparence, comme on le fait dans la plupart du temps. Alors René Guénon, connu sous le nom de Abdelwahid Yahya, puisqu'il s'est converti à l'islam, comme la mère de Michel Houellebecq, le démon de la littérature, aux grandes dames de Éric Zemmour, notre polémiste préféré. Alors c'est un auteur qui est connu, mais pas assez. D'ailleurs, on dit l'expression consacrée, on dit il n'est pas connu du grand public, et je me demande pourquoi on appelle ça grand public à partir du moment où ils connaissent pas ce genre de personnes. Bon bref. Surtout les gens connaissent qui? Des gens comme Kev Adams, ou encore Tomer Sisley, on te lâche pas man. Dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra. Alors on dit que René Guénon est une figure inclassable de l'histoire intellectuelle du XXe siècle. Slimane Reski, bonjour à vous. Bonjour. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Parler lecture, ça fait très plaisir de vous recevoir. Et avant de parler proprement de l'œuvre de René Guénon, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance pour que les auditeurs sachent à qui ils ont affaire. Alors pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours? En quelques mots, quand vous venez d'où d'abord? Quel endroit de la France? Alors du nord parisien. D'accord. Je nais à Saint-Ouen. D'accord. En 1962. On va aller habiter à Villeneuve-la-Garenne dans les grandes cités et bars HLM. D'accord. Et je vais grandir dans ce cadre-là, avec des parents pris par le boulot et livrés beaucoup à moi-même, et tomber dans tout ce que peut impliquer ces grandes bars HLM, ces grandes cités. Donc, si je devais me définir à cette époque-là, un petit voyou, quoi. Ah oui. Bah oui, l'école ne m'intéressait absolument pas. Alors justement, en parlant de l'école, quel type d'élève étiez-vous en primaire? Agité, d'accord. Agité, déconneur. C'est bizarre parce qu'on a l'impression de recevoir beaucoup d'auteurs agités à France Maghreb 2. Mais attention, je tiens à préciser quand même que parmi les jurys du prix Goncourt, il y avait quand même pas mal d'élèves agités, et je dis souvent que s'il y a des auditeurs agités à l'école, vous risquez un jour d'être jury du prix Goncourt. Ce prix déjà ne m'intéresse absolument pas. Non, moi je comprends de toute manière, ça c'est plus pour amuser les auditeurs que vous-même. Secondo, c'est avec le temps que j'ai compris le but de cette agitation. Et cette agitation, en fait, n'était qu'un rejet de l'école d'antan. Ah, vous parlez de rejet? Un rejet, d'accord. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qui y était enseigné, la forme dont c'était enseigné, les perspectives qui étaient ouvertes,
ne me parlait pas du tout. Alors, il y a eu un rejet parce que je ne comprenais pas réellement pourquoi ce rejet. Je comprenais pas pourquoi je m'y sentais mal. Ouais. Je comprenais pas pourquoi à l'école j'y allais essentiellement pour retrouver les potes et puis passer des bons moments de rigolade, courir les filles parce que j'étais dans l'âge et puis il y a que ça qui m'intéressait. Bien sûr. Et puis ensuite c'était de se retrouver autour des baby-foot à droite à gauche pour jouer, mais l'école en tant que telle ne m'intéressait absolument pas. Et cet épisode de votre vie concerne la primaire, le collège et le lycée ou plus Oui, jusqu'au lycée. Jusqu'au lycée. Jusqu'au lycée, jusqu'au bout. J'ai été rebelle dans l'âme de cet enseignement qui nous était donné, qui pour moi n'avait aucun sens, n'avait aucune résonance en moi, ne m'apportait rien. Le peu de questions que je pouvais avoir, j'avais pas de réponse. De surcroît, moi-même, je n'avais pas d'éléments suffisants pour savoir où se trouvait l'origine de mon mal-être intérieur et du rejet de cette société, puisque c'était l'école, mais c'est ce qu'elle avait produit, c'était les bars HLM, où on grandissait avec de la drogue à tous les coins de rue, etc. Bien sûr. Et en moi, ça a déclenché un malaise, parce que quelque part, cette espèce de petit voyou que j'étais n'était pas moi non plus du tout. Et je me retrouvais pas dans cette personnalité. Et c'est en fait au moment où, à l'époque du bac, après le bac, donc je prends un billet d'avion et je retourne en Algérie, d'où est originaire mon père, que je vais réellement reprendre pied avec un autre monde, avec la notion de tradition qui m'était complètement étrangère. Une date, à peu près, une époque dans les années 80. D'accord. Voilà, à peu près à 18 ans. D'accord. 18 ans. Et je vais là-bas découvrir Guénon. En Algérie. En Algérie, et je vais découvrir la tradition, l'islam, et notamment sa dimension spirituelle. Et ça a été un choc d'une violence vraiment destructrice, mais en même temps, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a restructuré, c'est ce qui m'a remis les idées en phrase, c'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi je faisais un rejet de cette société. Et c'est à ce moment-là que vous avez compris. Et c'est là que j'ai compris, et c'est là que j'ai surtout compris que ce rejet, en fait, était en moi naturel parce que en déconnexion avec mon être profond et en déconnexion avec ce que l'être humain était. C'est-à-dire que pour moi, des études qui me destinaient à devoir appuyer sur des boutons pour avoir un bon salaire et avoir une maison, une femme, une voiture, une machin, c'était pas du tout mon trip, quoi. Ça m'ennuyait plutôt qu'autre chose. L'être humain est beaucoup plus que ça. Bien sûr. Quand le Coran nous dit Ni ja'ilun fil ardi khalifa, l'homme est missionné, quel qu'il soit. Au moment où il arrive sur Terre, il est missionné. Et quand on le dépouille de sa nature, de sa mission, de ce qu'il est, de sa centralité, de son rapport à Dieu, de son rapport à la vérité, en réalité, on le tue à petit feu. Et quand on parlera de Guénon, vous verrez que très jeune également, il a très bien identifié sa mission et toute son œuvre est bâtie dans ce sens-là, où il appelle les futurs missionnés à prendre sa suite et à devenir donc des représentants divins sur Terre. C'est ce qu'on va discuter tout à l'heure dans une autre partie de l'émission. Et donc à partir de ce moment-là où vous rentrez en Algérie, que vous découvrez cette œuvre monumentale et tout ce travail qui a été fait par René Guénon, du point de vue de la connaissance. Je parle là vraiment connaissance au sens entre guillemets un peu profane et moderne du terme. Vous avez passé le bac. Quelle filière? C'était de mémoire à l'époque économique. Alors ça s'appelait, je crois, à l'époque ES, quelque chose comme ça. Ça s'appelait bac B. Ou bac B, voilà. C'est à la fin, c'était au début des années 90, on avait changé un peu la nomenclature des examens du bac, et à partir de ce moment-là, les études ont pris quelle tournure dans votre vie? Est-ce que vous avez fait l'université? Est-ce que vous avez fréquenté l'université? Est-ce que vous étiez, comme on dit, un autodidacte? Alors, un autodidacte, pour moi, les études à ce moment-là, j'ai tout rangé dans un sac poubelle et j'ai tout jeté. C'est que pour moi, ça n'avait absolument aucun intérêt. C'est-à-dire que dans la continuité, tout ce qui était fac, université, c'était une conséquence et une suite d'une déstructuration mentale. C'était pour nous diriger vers des pseudo-métiers. En réalité, c'était beaucoup plus vers le chômage à cette époque-là, surtout quand on était maghrébin d'origine. Et de surcroît, c'est que je n'en voyais aucune utilité en rapport avec ce que je sentais battre en moi. C'est-à-dire avec une vocation qui était déjà au vrai sens du terme, vocation. Au vrai sens du terme, vocation, voca, la voix, qui est une voix divine en nous, et qui nous appelle à quelque chose, et qui nous appelle à ce pourquoi Dieu nous a mis sur terre. Et vous verrez, chers auditeurs, que durant l'émission, il y aura un travail particulier sur les mots, parce que on a l'impression que l'on parle tous le même langage, que l'on s'entend quand on dit des termes, mais en réalité, ce n'est pas le cas dans la plupart du temps, et c'est quelque chose de très important dans l'œuvre de l'auteur de Slimane Reski, qui nous parle de René Guénon dans ce livre, et René Guénon est très précis dans les termes qu'il emploie.
Slimane Reski, merci pour cette petite introduction détonnante, je dirais, parce que on n'a pas l'habitude dans mon émission de parler de ce genre-là, mais j'aime bien en fait amener tous les styles et un peu de, on va dire, de spiritualité dans un monde qui en manque cruellement, parce qu'on aime bien faire état de tous les problèmes. Là, actuellement, c'est les gilets jaunes, mais quand on remonte vraiment dans ce qui pose problème dans la vie des gens, en fait, on va pas assez loin, on remonte pas dans les couches, vraiment, on va dire, j'allais dire primordial, mais je sais pas si c'est le bon terme, et c'est de ce sujet qu'on va discuter dans un instant après une petite pause. Par les lectures sur France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2. On se retrouve de nouveau, chers auditeurs, après une petite pause avec notre invité du jour, Slimane Reski, auteur du livre René Guénon, l'œuvre, le sens de la primordialité aux éditions El Borak. Donc c'est le deuxième en fait d'une trilogie. Et justement, nous allons essayer de comprendre le contenu en fait de ce livre. Alors Slimane Reski, pourquoi René Guénon a-t-il écrit son œuvre ? Et que vous retracez cette question-là et traitez dans le livre, mais présentez-nous un peu pour quelle raison il a écrit son œuvre. Tout à fait. Alors donc, je vous demandais tout à l'heure une petite dédicace à des amis. Allez-y, il n'y a pas de problème, voilà, avec plaisir. C'est un salam à mes amis les girafes, les gazelles. C'est un groupe qui va se reconnaître. D'accord, ok. Et des gens qui sont aussi de la tradition, etc. Très bien. Donc voilà, un grand salam à mes amis les girafes et les gazelles. Très bien. Alors pourquoi Guénon écrit c'est une question qui est centrale en réalité, et qui est lié aussi à pour qui il écrit. D'ailleurs, c'est le premier chapitre du livre que vous avez écrit. Le premier chapitre du livre, tout à fait. Et donc, tout à l'heure, je parlais de mission. C'est que tout être humain a une mission en cette vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé sur Terre pour rien. Il n'a pas été créé et existencié pour rien. Et à tous les niveaux dans la vie, quand on fait quelque chose, il y a toujours un pourquoi. Mais est-ce que vous vous rendez compte du choc de ce que vous venez de dire dans une société comme la nôtre? Ah bah oui, bien sûr. Surtout quand on vit à Paris, que l'on prend le métro, que l'on fréquente tous ces employés, parce que maintenant c'est même plus des vrais travailleurs, c'est des employés qu'on emploie. Et vous vous rendez compte du choc? Encore, employé, c'est gentil. Oui. J'utiliserais un mot. Quel mot? Dites-nous. À mon avis, ça sera peut-être mal pris si je l'emploie. C'est pas grave, on va voir, on verra bien s'il y a des réactions. Oui, pour moi c'est des esclaves et des prostituées. Oui, voilà, je m'en doutais. C'est ce qu'on fait de nous. Ouais. Moi, j'ai fait la prostituée également pendant pas mal de temps dans des emplois bidons avec des salaires de misère qui voulaient me dépouiller de ma vraie nature, qui me prenaient tout mon temps et qui donc ne me laissaient plus d'énergie et de temps pour me consacrer à ce que je suis réellement, à ce que j'ai à faire. Votre mission, justement. Tout à fait. Et cette mission, on peut l'avoir de différentes façons. C'est tout simplement le sens de la vie. Ouais. C'est quel sens? Quel est le but de ma vie? Or, dans tous les moments de notre existence, à chaque fois que l'on fait quelque chose, il y a un pourquoi. Ouais. Et l'on voit que même certaines dimensions de l'islam ont trahi cette notion-là en disant comment on jeûne, comment on prie, comment on fait le pèlerinage. On est toujours dans le comment, on n'est jamais dans le pourquoi. Ouais, la forme en fait, on est dans la forme des choses. Ouais. On est dans la forme et non dans le fond. Ouais. Or, c'est le fond qui est intéressant. C'est que s'il y a comment je dois faire la prière, c'est pourquoi je fais la prière. Bien sûr. Or, si à un moment donné, je ne comprends plus pourquoi je fais la prière et que je ne comprends plus que le mot français prière est complètement vidé de sens et que en arabe salat, quand les gens sont venus voir le prophète et qu'il leur a dit salat sila ma bayna al-abdi wal ma'bud, c'est l'établissement d'un lien direct, réel, vrai. Or, un être humain qui n'a pas de sila, qui n'a pas de lien réel à Dieu, n'a pas de prière. Quand il nous demande ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, priez sur le prophète, sallu, il utilise le même verbe, c'est-à-dire établissez un lien réel avec le prophète. C'est que le prophète doit prendre un sens dans votre vie, il doit prendre part à votre vie. Le prophète, il est en vous, et en tant qu'il est porteur de la vérité doit être en vous, la connaissance doit être en vous, et ce n'est qu'à ce moment-là que vous comprenez le sens de votre vie et donc ce que vous faites en cette vie. Et Guénon vient justement pour nous rappeler qui es-tu, ô être humain? Pourquoi as-tu été créé? Pourquoi tu as été mis sur terre? Tu as un délai ici. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dois y faire? Quel est le sens de cette vie? Et c'est là que l'on revient aux axes fondamentaux du Coran, qui est la réception de l'amana, c'est-à-dire d'un dépôt divin. Alors justement, pour resituer, là vous parlez de l'islam, que René Guénon s'est converti à l'islam.
Alors je sais pas si on peut parler de conversion dans son cas. Pas réellement. Parce qu'en lisant le livre, je me suis rendu compte que c'est pas le cas. Bah non, parce qu'en réalité, une conversion veut dire un changement de forme. Oui. En soi, si une forme est un réceptacle, est un support, est un moyen, ce n'est pas une finalité. Or, Guénon, titre du livre, Le sens de la primordialité, c'est parce que Guénon a conscience que l'islam mohammédien, l'islam que le prophète amène, n'est pas une forme historique, n'est pas une forme traditionnelle, n'est pas un clan, un groupe, c'est la tradition primordiale, c'est la tradition qui n'a pas d'âge, c'est la tradition de laquelle le prophète dit « J'ai amené tout ce que les prophètes ont amené avant moi ». Lestu bid'an min ar-rusul. Je ne suis pas une innovation dans le cycle de la prophétie. Je suis la restauration et le rappel de la tradition ancestrale, immuable, pérenne, primordial. Et Guénon, c'est à ça qu'il adhère, et c'est à cet islam qu'il nous appelle. Et cet islam-là, au moment où il est primordial, eh bien, en réalité, il nous permet de comprendre que toutes les formes traditionnelles existantes sont l'expression d'un même verbe divin, d'un même esprit, d'un même principe. D'accord. Et justement, Guénon, moi, on n'a pas souvent l'occasion de lire ses livres parce qu'il y a quand même c'est une époque assez particulière, il y a un style aussi assez particulier dont on parlera tout à l'heure. Et il parle comme ça de l'islam ou pas dans son œuvre? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, mais il ne parle pas que de la forme islamique en tant que telle. Oui, parce que là, il n'y a pas d'intérêt, tout le monde le fait déjà. Voilà. Oui. Et donc, c'est pas la forme islamique en tant que telle dont il va parler. Et il va dire qu'elle a l'avantage d'être la dernière forme manifestée et que des centres purement spirituels initiatiques sont encore existants en islam, alors que dans d'autres formes traditionnelles qui les possédaient également, ces centres-là ont été fermés pour chasser, détruits. Ouh, c'est devenu autre chose, on en a fait autre chose peut-être aussi. On s'en est même souvent servi pour travailler dans la contre-initiation et retourner la tradition dans son inverse, c'est-à-dire de produire une contre-tradition, une anti-tradition. Contre-initiation aussi. Contre-initiation, ce qu'il va dénoncer lors de la première partie de sa carrière d'auteur. Très bien. Alors ça, une petite présentation. Dans un instant, on va se retrouver juste après une petite pause où on reparlera encore du travail de René Guénon avec notre invité Slimane Reski. Mohamed Koussa, par les lectures sur France Maghreb 2. Alors on reprend et n'hésitez pas, chers auditeurs et futurs auteurs j'espère, à nous appeler à la radio au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 et tenter de remporter le livre de Slimane Reski sur René Guénon, l'œuvre Le sens de la primordialité aux éditions El Bourak. N'hésitez pas à appeler, mais vous avez vu, les questions pour le quiz ne sont pas du tout compliquées, on va pas vous piéger, donc vous pouvez appeler en toute sécurité et en toute sérénité. Donc on avait commencé à parler un peu du contenu du livre avec l'auteur, et on a parlé de la mission que l'homme a sur Terre, et justement Slimane Reski, à partir de quelle grande thématique de l'œuvre de Guénon que vous développez dans les livres, on peut être amené à trouver sa mission et appliquer en fait et travailler pour cette mission. C'est un retour à la tradition en fait. Et ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que dans toutes les formes traditionnelles encore vivantes et que l'on peut côtoyer de manière générale, surtout pour nous ici en France où il y a une multitude de confessions existantes, c'est que la connaissance profonde de la tradition est oubliée, n'est plus comprise. Quel est le but de la tradition? Quel est le but de mon rapport à Dieu? Alors justement, si vous deviez nous définir un peu le mot tradition. Alors tradition, tradere, du latin, qui veut dire transmission. Donc rien n'est traditionnel en dehors de ce qui est transmis divinement. Ce qui est aussi une définition du mot gnose, qui est la connaissance transmise par le divin et donc au plus haut niveau. Donc c'est ce que Guénon va appeler l'intuition, va appeler la connaissance ésotérique, la connaissance traditionnelle, intuitive. Et sans cette compréhension, cette modalité de compréhension, on ne peut saisir ce qu'est le fond de la tradition, car la tradition a plusieurs couches de présentation, notamment exotérique, ésotérique. Il y a la lettre et l'esprit, la forme et la signification. Et avec Guénon, on va aller sur les grands schémas, sur les grandes trames de la tradition, pour bien fixer la structure de la tradition, de ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Quelles sont les réelles priorités? Et donc les priorités, par exemple, un verset coranique nous dit « Faman yarju liqa rabbihi » la rencontre de Dieu. C'est-à-dire que le prophète n'appelle pas à l'islam, il appelle à Dieu. Ce qui est différent. L'islam va être le moyen d'établir ce contact à Dieu, mais c'est pas une finalité. Et ça, Guénon va le rappeler. Et donc nous rappeler par là qu'il y a
3 axes qui vont être reprises dans son œuvre et qui constituent la structure de la shahada islamique, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oui. C'est que la première phrase, la ilaha, c'est le combat de l'erreur, c'est la dénonciation de l'erreur. D'accord. C'est de démasquer Vous pouvez la traduire? les idoles. Le début de cette phrase en La arabe, ilaha, qui veut dire point de Dieu. il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. D'accord. Illallah. Donc, en dehors du vrai Dieu, de D'accord. l'unique réalité qui est celle de la vérité en réalité. D'accord. C'est que la vérité dans son sens profond, il n'y en a pas 50, il y en a une. Et qu'à partir de là, donc, le premier pan de son œuvre, c'est la dénonciation de ses erreurs. Le deuxième, ça va être l'affirmation de cette vérité, mais à son niveau métaphysique. Et donc, ça va être la notion d'Allah, du un. Oui. Qu'est-ce que c'est réellement? Et là, il va justement entrer dans un champ qui est celui de l'infini, de l'illimité. Qu'est-ce que c'est? Parce que si Dieu est limité d'une façon quelconque, quand par exemple dans l'exotérisme on nous dit il y a Dieu et la création. Oui. Il y a Dieu et quelque chose, c'est-à-dire il y a Dieu, puis à un moment donné Dieu s'arrête, et là c'est autre chose, c'est la création. Des Donc là, entités. Dieu Ouais. est limité. D'accord. Dieu est limité. Et à un moment donné où Dieu s'arrête et autre chose existe. Et là, est-ce que là, On est dans le pan métaphysique à ce on moment-là. est dans le plan métaphysique et aussi la majorité des gens, enfin des musulmans là particulièrement, sont des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre aussi. Exactement, tout à fait. De toute manière, on a tellement appauvri et sclérosé le message islamique. Et là encore, si on avait le temps, on pourrait faire un retour sur l'histoire, sur l'historique. Parce que toute la contre-initiation va prendre tout son poids à partir notamment du XVIIIe siècle, bien qu'elle est existante bien avant. Et ça, Ouais. c'est ce que Guénon dénonce dans la première partie de son œuvre, Ouais. le La ilaha. Mmh. Et là, on a quoi? On a la manifestation de toute la dimension sclérosante de l'islam, d'un message complètement littéraliste que va représenter notamment le wahhabisme. Et qui, en soi, n'est rien d'autre que de vouloir tuer l'esprit qui se trouve dans la lettre. Et ça Ouais. nous renvoie au christianisme quand le Christ va dire aux pharisiens, Ouais. vous pliez devant la lettre, mais vous trahissez l'esprit. Et on retrouve ça. En fait, et là, de ce qu'on perçoit aussi du discours de René Guénon que vous retracez dans le livre, c'est que quelque part, en fait, les oppositions entre islam et christianisme sont que de la forme finalement, C'est que de la forme. et que derrière il y a quelque chose de beaucoup plus puissant et qui échappe à la plupart des êtres humains. Tout à fait. Ah, on a une question d'un auditeur. Othman. Othman, très bien. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Othman, de quelle ville vous nous venez? De Mantes-la-Jolie. Comment allez-vous Othman? Très bien, et vous? Ça va, merci, très bien. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez participer au quiz ou poser une question à notre invité? Poser simplement une question. Oh. Je dois tout d'abord vous remercier pour Merci. la clarté et la qualité de votre émission. Merci, c'est gentil, mais c'est gentil. Et je souhaiterais poser la question à Monsieur Reski, dont le travail est remarquable. Oui. Qui, il avait l'occasion en simplement 4 idées, parce qu'on a l'impression quand on lit René Guénon d'avoir une espèce de boussole face à soi. Ouais. Et Vous lisez, 4 idées, vous avez lu Guénon vous-même? quelques œuvres, oui. D'accord. Et avoir 4 idées phares, par exemple, pour une personne qui serait intéressée pour entrer dans son œuvre, un D'accord. véritable océan. Très bien. Voilà, 4 idées, 4 pistes qui nous motiveraient à lire. 3-4 Alors, idées, simplement quoi. Mais D'accord. pourquoi 4? Pourquoi 4 pistes? Pourquoi 4? ouais, mais c'est vrai, pourquoi pas 3 ou 5? Je sais pas. Comme ça, c'est ce qui vous est venu? Notre culture de la synthèse, 3 ou 4. Un carré alors, c'est un Qu'on carré va pour les retrouver 4 dans points du beaucoup carré. d'éléments de notre vie. D'accord. Très bien, Les 4 saisons, voilà, les 4 saisons. je pense que Slimane Reski a bien saisi ce que vous voulez. Merci pour votre intervention, bonne Othman. continuation Merci, et c'est portez-vous gentil. bien. Merci, c'est gentil, au beaucoup, revoir. Othman, c'est gentil. Alors, Slimane, qu'est-ce C'est qu'on pourrait dire? c'est un peu le but de l'œuvre. Et je retrouve dans ce que vient de dire Othman, effectivement, la difficulté de beaucoup de gens face à l'œuvre de Guénon, c'est que ce n'est pas une œuvre facile. Oui. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là. J'ai fait un tome 1 sur sa vie, sa biographie, Oui. et ce tome 2 sur son œuvre, justement pour en tracer quelles étaient les grandes thématiques, les grands axes, quels sont les grands sujets qui sont traités. Donc le monde moderne, la métaphysique, les états multiples de l'être, l'initiation, connaissance et réalisation, tradition primordiale, symbolisme, les cycles cosmiques, le roi du monde, l'homme universel, autorité spirituelle, pouvoir temporel. Donc j'ai essayé de reprendre les grands axes et les grands thèmes de manière à les synthétiser et de permettre un accès à l'œuvre elle-même,
car ce n'est pas à partir de mon livre qu'on connaîtra réellement Guénon, c'est en lisant Guénon qu'on Directement. Guénon. Bien sûr. Donc, ce livre se propose justement de donner ces pistes-là, d'expliquer déjà les grandes thématiques de l'œuvre, qui sont en fait les grandes thématiques de la tradition de manière générale. Et on s'aperçoit... C'est pas propre à l'islam, en fait. Non, c'est pas propre à l'islam. Pour que les auditeurs comprennent bien, toutes les grandes traditions spirituelles qu'on connaît ont une essence traditionnelle, en fait, même si ça a été dévoyé et ont cette même structure. Ont la même structure, en fait. Il y a la forme, peut-être, qu'il y a adaptée à une culture ou quelque chose comme ça. Je sais pas comment on pourrait dire. Mais le fond, lui, reste le même. Et c'est ce que Guénon nous transmet. Tout à fait. À travers son œuvre. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va retrouver à travers son œuvre, où il va prendre des exemples à travers le taoïsme dans l'Extrême-Orient, à travers l'hindouisme, à travers le judaïsme, à travers le christianisme, l'islam, la Grèce antique, etc. Par exemple, quand il va nous parler de Pythagore, de Socrate, qui n'ont pas été simplement des philosophes ou des mathématiciens. Pourtant, c'est à ça qu'on nous les a réduits, hein, vraiment. Socrate, le personnage, quand on lit dans l'inconscient culturel français, c'est un chômeur qui passait son temps à raconter des choses philosophiques et souvent la philosophie ça frôle un peu le délire pour le commun des Français. Alors que si l'on voulait, pour prendre cet exemple-là, Socrate entrer un peu dans sa vie, on s'apercevrait que sa vie est la structure de la shahada telle que nous venons de la décrire. Ouais. C'est qu'au moment où lui-même va subir une formation initiatique et qu'il va être élu, qui va être un personnage quand même assez extraordinaire, puisqu'il va avoir une puissance autant intuitive au niveau de la connaissance que dialectique pour exposer cette connaissance. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va dénoncer ce qu'on a appelé les sophistes de son époque, c'est-à-dire les beaux parleurs qui se servaient d'une sagesse, qui savait faire des belles phrases, qui savait donner des belles apparences, tout ça pour la notoriété, les titres, le pouvoir, l'argent, etc. Ce qu'on peut retrouver dans toutes les déviations. Ah, bien sûr. Et il va dénoncer toutes ces écoles, toutes ces organisations, ce qui évidemment va lui attirer des problèmes. Or là, il est dans le la ilaha. Et en même temps, il va rétablir ce qu'est la réelle doctrine de la tradition primordiale, puisque son courant remonte par le pythagorisme, l'orphisme, etc., jusqu'aux hyperboréens, donc vraiment au courant de la tradition primordiale. Et au moment où il rétablit la réelle doctrine, la vraie tradition, eh bien qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête pas là. C'est qu'il fonde sa propre école, qui sera continuée par ses successeurs, et notamment Platon. Et il y aura une académie où il y a une transmission vivante, où la tradition n'est plus simplement une théorie ou un intellectualisme, mais c'est un vécu, avec toutes les disciplines rituelles, cultuelles, etc., qui vont avec cet enseignement initiatique, et qui fait de ces gens-là non pas des sophistes ou des théoriciens, mais réellement des initiés qui remanifestent la tradition dans sa primordialité et qui va aussi être attaqué. Bien sûr. Socrate va être empoisonné, va être condamné à mort. Il a été condamné à mort. Tout à fait, comme les écoles platoniciennes seront attaquées ultérieurement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au fil des cycles, la providence divine produira toujours des hommes qui auront cette liberté de parler franchement et de rétablir des réalités, quel que soit le prix qu'ils aient à encourir. Et jusqu'à la mort. Que pour beaucoup, cela peut provoquer des hésitations parce que il y a justement cet instinct d'aller à la mort. Quand on voit la vie des prophètes, la grande majorité ont été massacrés. Quand on voit toute la descendance de Sayyidina Mohammed, la grande majorité a été assassinée. Ils n'ont jamais vécu tranquillement. C'est-à-dire qu'au moment où on ramène une vérité qui est d'ordre céleste et métaphysique dans le monde cosmologique, donc dans le monde de l'ego, on n'est jamais bien accueilli. Vous êtes sur France Maghreb 2, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour parler du travail de René Guénon fait par Slimane Reski. Par les lectures sur France Maghreb 2, Mohamed Koussa. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Sur France Maghreb 2. France Maghreb 2 où on parlait justement il y a un instant de Socrate, ce personnage tant connu de la philosophie grecque et qu'on nous a servi à souhait dans les cours de philosophie en terminale. Justement, Slimane Reski, moi j'avais une question à ce propos sur le rapport de René Guénon et des philosophes et de la philosophie en général. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, Guénon va déjà faire une grande différence avec les philosophes antiques
notamment depuis Socrate et les présocratiques. Mais de l'autre côté, il va être très critique à l'égard de la philosophie moderne. Donc des Sartre, des Bergson, depuis les Lumières, finalement, il va être très critique en disant que c'est de la simple réflexion humaine qui n'a pas réellement de portée en tant que telle. Et à partir de là, il va être vraiment très critique à l'égard de la philosophie moderne. Ouais. Et il fera une grosse différence entre ce qu'on pouvait appeler la philosophie antique, qui pour lui n'était pas réellement de la philosophie, mais qui était plus de la sagesse, plus que philosophos. C'était sophos, c'était la sagesse. Sophia, la sagesse. Tout à fait. Et les philosophes, en fait, ceux qui aimaient la sagesse étaient les disciples. Et beaucoup plus qu'autre chose, c'était pas des maîtres. Les maîtres étaient les sophos, les sages. Et à l'avenir, quand à partir de la Renaissance et de la philosophie moderne, de la philosophie basée uniquement sur la réflexion, la raison, Guénon va être très critique parce qu'il n'y a absolument plus d'intuition, voire il y a une intuition à l'envers, l'intuitionnisme bergsonien par exemple, qui est celui du subconscient et non pas du surconscient. Ouais. Et dans ce fameux galvaudage des mots, ce subconscient, on a voulu le faire passer pour quelque chose de merveilleux, alors qu'en fait le nom est là, sub, c'est le sous-conscient. C'est ce qu'il y a sous la conscience. Donc en fait, c'est tous les bas instincts, c'est tout. Et tout à l'heure, vous citiez Houellebecq. Il suffit de lire Houellebecq pour savoir ce que ça peut donner qu'une œuvre issue de la subconscience. Mais justement, aujourd'hui, on parle énormément de ce terme, notamment dans les milieux psychologisants, si je peux me permettre ce terme, où on dit, moi, je porte pas de jugement particulier sur ça, mais j'aimerais avoir votre avis, un peu dans le fil de ce qu'on vient de dire, c'est justement ces termes. Parce que là, on rentre un peu dans les profondeurs de l'être humain, qui est aussi un travail important dans ce que fait René Guénon. C'est l'émergence de termes comme subconscient, inconscient. Les cognitivistes parlent d'inconscient cognitif. Ce genre de termes et leur sens, on dira peut-être dévoyé par rapport à ce que peut-être ils étaient à l'origine. Comment vous voyez en fait ce travail? Il a quel but d'après vous? Mais ça rentre justement dans le galvaudage des mots, c'est-à-dire dans le fait de dévoyer la tradition. Donc à la base, l'être humain il est constitué de plusieurs choses. Quand on dit subconscient, en fait c'est pour nous faire miroiter quelque chose de pas saisissable, de pas contrôlable, de positif. On est dans le nébuleux. De la même manière qu'on a essayé de nous faire croire que quand on entrait dans le divin, on entrait aussi dans quelque chose de nébuleux, qui n'a pas de règles, qui n'a pas de structure, qui n'a pas... En réalité, tout ça c'est faux. Que ce soit l'esprit ou que ce soit les bas instincts de l'ego, puisque l'esprit va être le surconscient, et l'ego et les bas instincts vont être le subconscient. Et dans les deux cas, non, il y a des règles, des structures, des mots, il y a des manières et des critères de reconnaissance. Il y a des outils. Tout à fait. Pour savoir à qui et à quoi on a affaire. Par exemple, quand aujourd'hui on va parler du développement personnel, on peut relier ça à la notion du développement des droits de l'homme, les droits de l'individu, les droits etc. En réalité, on n'est que dans l'exacerbation de l'ego et on est dans les droits de l'ego. Ah oui. Alors, que l'individu en tant que tel, ou même en tant qu'ego, qu'il ait des droits, oui, il a le droit de manger, il a le droit il a le droit à une certaine liberté, il a le droit, etc. Mais on nous fait passer cette dimension de l'être humain, c'est-à-dire sa dimension proprement individuelle et même sa dimension inférieure de l'individualité, celle de ses instincts. Oui. Quand on nous fait passer ça pour son être, et qu'on l'identifie à ça, on l'identifie à ce qu'il y a de plus vil en lui. Ouais, tout à fait. Et ça, on va le cautionner. Et donc, la psychologie moderne, la psychanalyse, entre autres, a cautionné aujourd'hui tous les agissements humains. Ouais. C'est-à-dire que quoi que fasse l'être humain, on va le cautionner et lui trouver une raison d'être qui va permettre de faire sauter les tabous et qui va permettre de manifester tous ces bas instincts à qui on va dire non mais c'est normal, il n'y a pas de souci, il n'y a pas que toi, tu peux y aller. Ouais. Et en faisant sauter tous ces tabous, on a derrière toute la société de consommation qui sait très bien que l'ego est l'endroit par excellence de l'addiction. Ouais. Et on sait qu'on va en faire des esclaves psychiques. C'est la porte d'entrée vers la consommation. Effrénée de tout ce qui est addictif. Ouais. Les jeux, la pornographie, la drogue, l'alcool, le sexe. Tout à fait. En fait, c'est la porte d'entrée dans tout ce qui est vil en être humain, dont il n'a pas besoin. Mais justement, sur la question du développement personnel, parce que c'est un sujet que nous on a déjà traité ici, on a même reçu des coachs ici. Quelle partie du travail de René Guénon qui a traité cette question?
La première partie de son œuvre, essentiellement, où on va retrouver à travers la crise du monde moderne, on va retrouver à travers l'erreur spirit, le théosophisme, etc., où il va dénoncer un peu les rouages de cette société, c'est-à-dire les techniques de manipulation. Et après, qu'on les appelle comme on veuille, aujourd'hui, ce qui est toutes les techniques enseignées dans le développement personnel, la PNL et reste, ce n'est pas autre chose que des techniques de manipulation. Et on ne s'en cache même pas, c'est qu'on vous donne des outils pour pouvoir manipuler vos interlocuteurs, et ce, à des fins viles que sont le pouvoir, l'argent, la notoriété, etc., etc. Mais ils disent quand l'intention est positive, par ça d'influence, et quand c'est négatif, parce que c'est souvent aussi le cas, c'est de la manipulation. Oui, justement. Il joue sur les termes, d'après vous? Alors, il joue sur les termes. En soi, la phrase n'est pas réellement fausse. Si l'intention est bonne, mais encore cette intention, faut-il qu'elle soit d'ordre spirituel pour qu'elle soit bonne? C'est-à-dire que la tradition sert, mais n'asservit pas. Elle sert, mais elle n'asservit pas. Or, dans ces techniques-là de manipulation et dans ces branches-là, on vous apprend à asservir. Et aujourd'hui, on voit que les gouvernements modernes ne mettent rien d'autre en place que des techniques d'asservissement. Le commerce mondial aujourd'hui est bâti sur ces techniques de manipulation. Or, au moment où on vous manipule, dans le domaine politique, économique, industriel, économique, commercial, c'est pourquoi ? Pour votre argent, pour vous soumettre. L'argent n'est que l'outil du pouvoir. C'est une course au pouvoir, c'est une course. Or, un spirituel, et on va avoir l'exemple du prophète, qui avait la possibilité d'être riche au possible et qui a toujours rejeté et pouvoir et argent et tout le reste. Très bien, on terminera avec ça tout à l'heure. Donc je vous donne rendez-vous dans un instant. Surtout, ne coupez pas la radio. On se revoit tout de suite. Mohamed Koussa, par les lectures sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Par les lectures, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. On se retrouve pour cette dernière partie d'émission avec notre invité Slimane Reski autour de son livre René Guénon, l'œuvre Le sens de la primordialité aux éditions El Bourak. Alors Slimane Reski, avant de se quitter, on aimerait bien en fait avoir quelques conseils de lecture. Comment peut-on aborder l'œuvre de cet auteur qui est René Guénon? J'en parle au chapitre 4, comment aborder cette œuvre, où effectivement je pensais que pouvoir donner quelques conseils de lecture et orienter les gens, puisque j'ai pu voir à travers des différentes séminaires, colloques ou conférences que j'ai pu faire, les gens avaient souvent du mal à aborder cette œuvre. Par où commencer? Et donc personnellement, moi je conseille déjà l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, qui est en réalité tout simplement une étude qui est une introduction générale à l'œuvre. Et là sont repris énormément de concepts et de notions qui vont permettre au lecteur déjà de s'en imprégner et de mieux comprendre tout ce qui va suivre. Après, vous avez la crise du monde moderne. C'est son livre le plus connu, me semble-t-il. C'est le plus connu, tout à fait. Et qui, d'ailleurs, quand on le lit, est encore très actuel, puisqu'il parle de toute façon des principes. Il y a ensuite autorité spirituelle et pouvoir temporel, qui va nous parler d'une structure de la société qui serait traditionnelle, mais en réalité c'est aussi notre propre structure. Au moment où l'autorité spirituelle doit être centrée, c'est en nous l'esprit qui doit être centré. Or, on ne peut faire de société traditionnelle tant que nous-mêmes nous ne sommes pas centrés intérieurement et remis à l'image réellement de la tradition. Ensuite, vous avez les pans métaphysiques. Moi, je conseille plus particulièrement la métaphysique orientale et les états multiples de l'être. C'est pas que je ne conseille pas L'homme et son devenir selon le Vedanta et le symbolisme de la croix, qui sont deux livres excellents, mais qui sont beaucoup plus durs à lire. Ils sont plus durs à lire. Et ensuite, vous avez toute la partie proprement initiatique, que notamment aperçu sur initiation et réalisation spirituelle, où on entre là vraiment dans le champ de l'initiation, des règles de l'initiation, ce qui nous permet rapidement de comprendre que même le champ propre de l'initiation et de la spiritualité est régi par des règles très rigoureuses, mathématiques. Alors là, c'est
les gens qui nous rejoignent, qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce qu'on vient de dire, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2, parce que on a parlé de spiritualité, de tradition, on a parlé de métaphysique, hein. Donc vous voyez que dans cette émission, on essaye d'avoir un spectre large, mais au bout d'un moment, il y a des lectures qui sont beaucoup plus profondes. Moi-même qui suis adepte de la lecture rapide, je peux assurer que il y a des moments de réflexion profonds que l'on va devoir développer, que à ce moment-là, la lecture rapide, va être vraiment très, 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 très lente et méditative. Voilà, donc tous les auditeurs qui sont intéressés par René Guénon, Slimane Reski vient de nous donner la liste des livres. Vous les avez donnés dans l'ordre oui, pour aborder l'œuvre? Tout à fait. D'accord. Et donc vous pouvez retrouver cette liste un peu plus développée, bien entendu, parce qu'on n'a pas tout le temps de tout faire à la radio. Dans le livre de Slimane Reski, René Guénon, l'œuvre, le sens de la primordialité, aux éditions El Bourak. Alors, juste avant de se quitter, Slimane, maintenant, du point de vue de l'écriture. Donc c'est une tradition un peu dans mon émission quand je reçois des invités. Est-ce que vous avez des gens qui ont influencé votre style d'écriture? Oui, nécessairement. Les gens qu'on va lire déjà, Guénon, bien sûr, notamment, a influencé, d'autres également. Mais ce qui s'est fait avec le temps, et ce qui doit, je pense, normalement se faire, c'est lors d'un cycle d'émancipation intellectuelle, c'est attraper et trouver son propre style. Oui, bien sûr. Et donc c'est être capable de parler en son propre nom. Ouais. Et on devient auteur quand on a une autorité. Et quand on a une autorité, c'est qu'on a compris de quoi on parle, c'est qu'on se l'est assimilé. Et donc Guénon disait très clairement, la vérité appartient à tous ceux qui sont capables de la comprendre. Ce n'est pas une propriété privée. Quant à la manière de la reformuler, elle doit nécessairement changer en fonction des conditions, notamment d'époque et de mentalité. Guénon écrit son premier article Démiurge en 1909, ça fait plus d'un siècle. Juste avant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, les modalités d'expression ont changé. Il faut savoir s'adapter avec les termes et les formulations qui correspondent à notre époque. Ouais. Mais le fond reste le même, pour pas trahir le message et continuer à porter la tradition. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Slimane Reski, un grand merci à vous. C'est très gentil d'avoir répondu à notre appel, d'avoir présenté votre livre qui n'est pas le premier, parce que je signale que vous avez quand même écrit d'autres livres. Avant de se quitter, peut-être un autre livre bientôt, indépendamment de cette collection, peut-être autre chose, non? Alors il y a effectivement plusieurs livres là qui sont en gestation, certains qui sont déjà même chez mon éditeur, la maison El Bourak. Ouais. Donc il y a le deuxième opus d'une traduction des rapports de maître-disciple entre Sidi Ali El-Khawass et Sha'arani. Là on est dans le soufisme. On est dans le soufisme, on est dans l'initiation, on est dans le cœur de la spiritualité. Et derrière, j'ai les sagesses de Ibn Arabi. Oui. Donc c'est Muhyiddin Ibn Arabi qui a écrit, qui a été très prolixe, a notamment fait un livre de hikam, de sagesse, que j'ai traduit et qui aussi est chez mon éditeur. Et là, actuellement, je viens de finir et que je vais remettre à mon éditeur un livre sur la Wahdat al-Wujud, c'est-à-dire sur le sens profond et proprement spirituel, métaphysique de la formule La ilaha illallah, pour aller au-delà de la simple dimension théologique ou le reste. Très bien, merci à vous une fois de plus. Quant à nous, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, la petite phrase avant de se quitter, qui nous vient de l'auteur Edison: la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Par les lectures, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Voilà, chers auditeurs, aujourd'hui c'est tout. On se quitte avec un grand regret, mais nous nous retrouvons la semaine prochaine, non pas avec Jackie, non pas avec Dorothée et autres pitres des années 80, mais avec Mohamed Koussa. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.